vos armes, parce que là, on est dans un duel en fait. Make or buy. Je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous demander de choisir votre camp, de vous positionner très clairement devant la salle. Alphonsine, je vais préciser quand même un peu votre fonction. Vous êtes responsable des applications pour la direction des marchés de l'énergie chez Dalkia, qui est une entreprise française que tout le monde connaît évidemment, mais je rappelle qu'elle est spécialisée dans les services énergétiques et la production d'énergie décentralisée. Alors, make or buy? Alors moi, je vais quand même beaucoup plus tourner vers le make. J'ai la sensation de mieux maîtriser les choses quand j'arrive à les faire moi-même avec mes petites mains. Et effectivement, j'ai cet attrait à pouvoir réaliser par moi-même plutôt que découvrir une solution miracle. Très bien. On continue le tour de table. Jérôme Kévert-Pascalis, vous êtes DSI du groupe Clépierre, le leader européen des centres commerciaux. Alors, vous êtes make or buy, vous? Alors moi, je ne me positionne pas. Ah, C'est un choix qui est multifactoriel. mais Qui vous avez le droit dépend- d'être les deux, hein? je suis les deux. Voilà. C'est multifactoriel. Enfin, je pense qu'on va en parler. Il y a plein d'éléments qui sont très importants dans ce type de choix. Ok, vous allez nous expliquer ça. Benoît Pradier, vous êtes directeur commercial France chez Synergie, qui est un groupe français spécialisé dans les secteurs du travail temporaire, du recrutement, de la formation, des conseils RH. Vous dirigez les réseaux d'agences Synergie, Synergie Care pour l'intérim médical et différentes filiales opérant en France. Est-ce que vous êtes dans les deux camps également ou vous en avez choisi un? Alors la question est binaire et c'est vrai que la réponse ne l'est pas. Sur le projet qui nous a occupés, c'est le camp du mec. D'accord, très bien. Damien Tabus, donc directeur de la BU CLI Group, vous avez 3 clients autour de la table, avec chacun des choix différents. Comment est-ce que vous gérez ça? Merci Delphine, bonjour à toutes et à tous. Alors le make or buy, c'est un vaste débat, on pourrait en parler, on va en parler quelques minutes encore. Mais ce qui va animer le choix, et la réponse à cette question qui est binaire, c'est avant tout des éléments qui ont été exprimés tout au long de la journée. Pour celles et ceux qui ont été attentifs, la journée a commencé sur le thème de l'expérience. Emeline nous l'a dit, l'expérience a déjà plusieurs significations. L'une de ces significations, c'est l'expérimentation. Au travers de l'expérimentation, il y a plusieurs leviers qui sont identifiés. Alexis du MEDEF nous le disait tout à l'heure. Un des éléments qui va être important, structurant dans le choix, c'est le cas d'usage, au départ. Et ça a été dit aussi dans la première table ronde de ce matin. C'est Sur le sujet, donc DSI métier. DSI au service des métiers. C'est le préfet Clavière qui a dit ça. C'est la valeur. Ouais. La valeur est un des éléments essentiels et on va revenir dessus tout au long des échanges. La valeur d'usage va être un des éléments importants, à la fois pour le service que l'on rend, puisque une solution digitale, qu'elle soit en make ou en buy, elle doit délivrer un service. Et donc, quelle est la valeur auprès de l'organisation associée et quelle est la valeur pour les utilisateurs, puisque c'est un point qui est extrêmement important pour nous et qui nous est cher, l'expérience utilisateur. Alors sur ce sujet, je me suis dit qu'on allait imaginer cette discussion un peu comme un combat de boxe. Donc j'ai conçu des rounds, mais bon, c'est dans ma tête, c'est pas grave, vous allez me suivre. Sur l'avantage concurrentiel, en fait, la garantie d'avoir vraiment la solution qui va faire la différence sur le marché par rapport à nos concurrents, la meilleure solution aussi pour les équipes en interne. Est-ce que le make ou le buy l'emporte selon vous? Parce que vous m'avez dit de manière générale comment vous positionnez, mais sur cette question vraiment de la différenciation de la solution et de l'offre. Jérôme, vous changez d'avis? Vous êtes un petit peu plus d'un côté ou d'un autre? Alors, encore une fois, c'est multifactoriel. Ah. Donc, je pense que quand on veut répondre à des besoins qui sont plutôt assez régaliens, donc des process qui sont plutôt assez régaliens dans l'entreprise, qui ne sont pas des process cœur de métier, je pense qu'une solution buy, souvent, est assez adaptée. Après, tout ça, ça dépend aussi de la maturité de l'entreprise, ça dépend de la maturité des métiers, ça dépend de la capacité de collaborer avec la DSI ou pas. Par contre, quand on veut travailler sur des process, quand on veut apporter des fonctionnalités qui vont répondre à des besoins qui sont vraiment cœur de métier, là, on a vraiment besoin d'avoir une solution qui est beaucoup plus adaptée à son organisation, à son métier, à ses collaborateurs, à tout un ensemble de choses. Et là, j'aurais tendance à dire qu'on est plutôt vers du make.
dans ce cas-là. Je vois Alphonsine qui acquiesce. Et oui, oui. Et donc pour moi, en fait, effectivement, pour répondre à votre question sur l'avantage concurrentiel, Oui. par définition, un avantage concurrentiel est spécifique. Et donc, quelque part, pour moi, c'est tout l'atout de la solution Make, puisque on rentre dans la spécificité et on se différencie par rapport au reste des entreprises. Ouais. D'accord, donc vous, ça confirme votre choix. Qu'en est-il, Benoît? Alors, ça confirme aussi mon choix. Nous, le projet consistait à remplacer un CRM obsolète. Et dans notre activité de recrutement, un client passe une demande de recrutement et donc on doit lier à la fois une partie CRM et une partie ATS. Et aujourd'hui sur le marché, alors ça a guidé un petit peu le choix du mec, mais il n'y a pas de solution optimale qui fasse les deux. Soit vous avez des vraiment CRM, regardé tout ce qui existe sur le alors marché tout non, avec parce qu'il Glee. y a énormément de solutions. Oui. On en a étudié un certain nombre. Soit vous avez des CRM qui font un peu d'ATS, soit vous avez des ATS qui font un peu de CRM, mais nous, c'est l'outil de production. L'ATS, pour ceux qui ne savent pas, c'est Applicant Tracking System. Hein. C'est vraiment tout ce qui gère les candidats pour des postes en recrutement. Et donc, le choix, alors je ne vais pas dire, c'est vite imposé, parce qu'il y a eu plusieurs mois de débat en interne, mais au final, on est parti sur le MEC parce que vraiment, c'est notre cœur de métier. C'est l'outil de production dans une agence ou dans un bureau de recrutement. Et avec des process qui sont établis par l'expérience. Hein, Synergie, ça a 5 ans d'existence. Donc voilà, il y a des process éprouvés. Et pour coller à ces process, on n'avait pas d'autre choix, selon moi. Mais alors moi, c'est la voie du métier, hein, donc je ne suis pas sur une voie DSI, tech ou autre. La voie du métier, c'était il faut faire le système. Damien, vous... oui, j'ai vu que Damien prenait son micro aussi. Je voulais intervenir peut-être parce que, certes, l'avantage concurrentiel du Make, il est indéniable. Par contre, parfois, il y a des situations dans lesquelles, pour exister, il faut avoir un système qui soit opérationnel tout de suite. Et donc là, peut-être, il y a aussi un enjeu de time to market des différentes solutions. Oui, Jérôme ? Non, j'allais rejoindre ce qu'a dit Benoît. Dans notre cas, on a co-construit donc une solution avec CLI, en l'occurrence, qui est une solution qui s'appelle Atlas et qui répond parfaitement à notre process majeur de commercialisation de nos espaces, à des retailers. Et heureusement qu'on a fait le choix du MEC, puisqu'aujourd'hui, c'est une solution qui est entièrement adaptée à nos besoins, qui a su évoluer avec notre organisation, avec nos services, qui a su au fur et à mesure s'affiner, qui a su également évoluer avec les technologies. Donc ça a vraiment été un bon choix. Alors, oui. Oui, je voulais juste ajuster que c'est un bon choix parce que c'est un choix qui a été dicté par la valeur et qui est aligné à la stratégie de l'entreprise. Et au départ, il faut savoir que sur cette même solution, on avait évalué des solutions produits pour intégrer des solutions produits. Et au final, le choix a été dirigé, alors pour des raisons économiques initialement, mais Clépierre a fait le choix plutôt du Make avec une dimension d'une vision métier pour pouvoir se projeter beaucoup plus loin que ce que la solution en bail aurait permis de faire. Et ça, c'est essentiel, ça, ce que tu dis, c'est que heureusement qu'il y a une vision business qui est partagée entre les métiers et la DSI et qu'il y a une très très forte collaboration. Sans cette collaboration, jamais on n'aurait pu réaliser ce type de projet avec un tel succès. Jérôme, tu veux qu'on refasse la table ronde de ce matin ? C'est ce que j'allais dire. C'était tout le sujet de la première table ronde. Donc là, maintenant, on est tous super au fait de ce sujet, de son importance. Mais c'est effectivement important de le rappeler, parce que tout le monde n'était pas là ce matin non plus. Sur la question du time to market, justement, que soulevait Damien, est-ce que, ça fait partie de mon deuxième round, justement, en matière de rapidité de déploiement, est-ce qu'on peut vraiment dire, Alphonsine, que le make a l'avantage ? Alors, pour ne pas vous étonner, je vais rester dans mon a priori, dans mon avis, parce qu'effectivement, mes expériences à moi du bail m'ont montré qu'en fait, la mise en place, la livraison d'un outil qu'on achète n'est pas aussi rapide que ça. Déjà, il y a toute la phase d'analyse du marché, c'est très long, donc de voir quels sont les différents outils qui sont disponibles, de les analyser, qu'on nous les présente, etc.
Ensuite, il y a la phase contractuelle. Alors ça, vraiment, pour moi, ça a été très surprenant de voir le temps qu'il a fallu pour signer un contrat entre les deux entreprises, les juristes qui rentrent dans la boucle, etc. Ça a mis des mois. Et ensuite, donc là, il a pu se passer minimum 6 mois. C'est seulement là qu'on commence à se lever les manches et vraiment rentrer dans le sujet, quoi. Donc tout ce temps, pour moi, aurait pu être utilisé à réaliser quelque chose qui, effectivement, clairement, une réalisation prend plus de temps qu'un outil qui est déjà construit. Mais une fois que c'est signé, Alphonsine, on appuie sur le bouton? Alors non, on n'appuie jamais vraiment sur le bouton, même pour des... Je travaille pour une salle des marchés, donc on peut vraiment imaginer qu'une salle des marchés, c'est très standardisé, les outils sont standards, donc clairement, pour nous, la question ne s'est même pas posée, même d'un point de vue audit, il fallait absolument que ce soit un outil du marché, mais pour autant, il y avait énormément de configurations à réaliser, il y avait toute une phase d'analyse pour que l'éditeur comprenne notre besoin et le configure dans l'outil et le réalise avec toujours un peu de spécifique, qui est difficile à faire évoluer ensuite. Donc, c'est pas si le time to market n'est pas aussi straightforward qu'on peut imaginer, en tout cas dans mon cas. Vous êtes d'accord, Jérôme, avec ça? Le bail, en fait, c'est Vous hyper savez long très bien que à je ne actionner. partage pas exactement le même point de vue Je m'en là-dessus doutais. Je m'en doutais. avec Alphonsine. Écoutons vos arguments maintenant. Alors, moi, je pense que une solution que l'on va acheter sur étagère, c'est une solution qui est déjà quasi prête à l'emploi. Bien entendu, il va falloir la personnaliser, va falloir l'intégrer dans un écosystème IT. C'est un petit peu la complexité du sujet. Et avant ça, il va falloir qu'on ait un besoin qui ait été exprimé par les métiers, mais qui reste un besoin qui n'est pas extrêmement détaillé. Généralement, cette solution, elle est prête, vous la mettez en œuvre et elle est immédiatement accessible et utilisable. En revanche, quand on va créer une solution, on a donc des métiers qui doivent exprimer un besoin, mais ce besoin, il doit être beaucoup plus détaillé que quand on va acheter une solution. C'est-à-dire que souvent, dans un besoin qui est exprimé par un métier, il y a beaucoup de choses qui sont implicites et qui sont non dites. Et c'est là qu'est toute la subtilité, en fait. D'où cette importance de forte collaboration entre les métiers et la DSI pour bien appréhender tous ces non-dits et tous ces besoins explicites. Et donc, ça peut être un temps plus long, finalement. Donc ça, c'est un temps qui est relativement long. L'expression de Voilà. besoin. Ouais. Une fois qu'on a fait ça, si on veut travailler avec un partenaire, il y a un temps de contractualisation qui, pour le coup, est très important. Est-ce qu'on va travailler en mode forfait? Est-ce qu'on va travailler plutôt en régie? Quels sont les livrables? Quels sont les jalons de paiement, etc. Tout ça, c'est assez complexe. Et une fois qu'on a signé ce contrat, eh bien là, on va démarrer les développements. Les développements, on va les démarrer. Pour faire ce qu'on appelle un MVP ou une version 1, il y a quand même un temps minimum. Donc, il va falloir faire tous ces développements, cette intégration, et puis là, on commencera à avoir une solution qui sera prête. Et donc, tout ça, c'est du temps qui est relativement long, qui ont beaucoup d'avantages par la suite, mais qui sont relativement longs en termes de time to market. Alors, ce critère temps, en fait, il fait pencher la balance de quel côté? Alors, vous avez quand même oublié une étape qui est la partie négociation. Puisqu'on a toujours une direction des achats qui va mettre aussi son nez, je ne vais pas dire retarder le process, mais en tout cas le compléter. Sur le time to market, concernant les solutions qu'on avait à disposition, et pour avoir intégré quelquefois des solutions sur étagère, c'est vrai qu'au-delà des phases préparatoires, on minimise souvent l'intégration. Et l'intégration est souvent une affaire DSI plus qu'une affaire métier, parce que le métier a exprimé un besoin, la DSI a compris à sa manière le besoin, a fait le choix, etc., va développer, intégrer, et malgré tout, ça prend beaucoup plus de temps que ce que nous vendent souvent les éditeurs d'ailleurs. Voilà, donc nous c'est vrai, j'ai le sentiment que ça a été assez rapide, puisque en moins d'un an, on a eu la solution. Et il n'y a pas que le time to market, parce que time to market, on dit OK, on appuie sur le bouton, c'est le go live, c'est la mise en production de l'outil. Mais derrière, vous avez quand même aussi toute la partie apprentissage des utilisateurs, oui. Qui peut prendre aussi énormément de temps. Si le besoin était mal compris dans le choix de la solution, vous allez soit créer un effet déceptif,
auprès des utilisateurs, soit quelquefois même un rejet, et puis un temps d'apprentissage, un accompagnement au changement qui peut prendre aussi un certain temps. Quand on a une solution make, donc faite sur mesure, l'important est d'embarquer tout le monde. Et donc, pour ce qui nous concerne, toutes les équipes, enfin une grande partie des équipes a été impliquée à un moment ou à un autre dans des ateliers de travail, dans des expressions de besoins, etc., pour bien définir ce dont on avait besoin pour notre production, je mets des guillemets, donc il y a un engagement, il y a une attente qui est générée de la part des équipes et qui attendent du coup le produit. Même si ça n'est qu'un MVP qui va évoluer, le MVP est déjà... Mais on ne fait pas l'économie quand même de ce temps non. de préparation. Mais du coup, nous, la mise en production, dans la semaine qui a suivi, l'outil était utilisé. Oui. Peut-être mieux et accueilli, oui. donner de très bons chiffres donner de très bons chiffres qui saluaient la pertinence de l'outil Sur l'appropriation, sur l'appropriation. c'est-à-dire de très bons chiffres. Encore une fois, on avait évidemment un CRM qu'on a remplacé. Pardon, je réponds, mais on avait un CRM qu'on a remplacé. Donc, on avait des statistiques d'utilisation de l'ancien CRM et on a très vite pu mesurer les statistiques d'utilisation du nouveau CRM et des différentes fonctionnalités. En bonne journaliste, en fait, je vous demande un chiffre. Et oui, mais un chiffre, ça peut être sur le nombre d'utilisateurs. Donc, au bout de moins de 3 semaines, on l'a lancé le 5 mai, donc avec les ponts de mai, de l'Ascension, les congés des uns des autres. En 3 semaines, on était arrivé à 90-95% d'utilisateurs qui avaient utilisé l'outil. Ok, bravo. Voilà. Francine, vous avez été coupée. Oui, dans ce sens, je disais que je pense qu'effectivement, le make apporte une meilleure appropriation de l'outil et un accueil meilleur, surtout s'il a été réalisé en collaboration avec l'ensemble des utilisateurs ou au moins leurs représentants. Il y a une bonne connaissance, une maîtrise de ce qui a été réalisé et donc une meilleure appropriation. À qui je vais poser cette question? Je voulais adresser le sujet du risque financier, parce que est-ce qu'on peut considérer que c'est raisonnable d'opter pour le bail? Finalement, c'est justement une négociation avec la direction des achats. Donc, est-ce que c'est raisonnable financièrement? Je ne sais pas, Jérôme. Quand vous achetez une solution sur étagère, en tout cas sur des produits comme les nôtres, vous allez payer des licences. Voilà. Quand on fait un développement, on va négocier un nombre de personnes, une équipe, un dimensionnement d'équipe et un TJM. Voilà. Donc il y a forcément une négociation. Vous avez une différence quand même, là aussi d'expérience sur d'autres outils, c'est que quand vous prenez un éditeur et que vous êtes prisonnier quelque part de l'éditeur, parce qu'une entreprise n'aime pas revenir sur un choix qu'elle a fait et se dire on s'est trompé. Mais quand du coup vous avez développé, implémenté, etc., et puis vous êtes prisonnier de l'éditeur. Au niveau tarif, quand il décide un jour, pour ceux qui travaillent avec un grand groupe américain qui a un certain monopole sur certains outils, il décide d'augmenter de 20% ses licences, vous prenez 20%. Hein. Ouais, visiblement ça arrive. Jérôme. Oui, alors vous avez raison. En fait, quand on prend une solution sur étagère, on a un coût de licence, on a un coût d'intégration, on a un coût de projet, effectivement. Donc il y a tous ces coûts-là. C'est vrai que maintenant, elles sont de plus en plus en mode SaaS, donc on a des coûts de licence qui sont, ce ne sont plus des licences perpétuelles, mais c'est de l'abonnement. Et au moment où on termine le contrat, on ne sait jamais quelle va être l'augmentation auquel on va avoir droit. Effectivement, certains grands groupes ont tendance à parfois augmenter assez fortement. Après, ce sont des capacités de négociation aussi derrière. Hein. Quand on fait du make, une des difficultés, moi je trouve, c'est que côté le projet, enfin ce que l'on veut, les fonctions que l'on veut faire rendre par la solution, c'est extrêmement difficile.
c'est extrêmement difficile parce qu'encore une fois, ça va dépendre de la capacité du métier à exprimer son besoin dans le détail, pas dans le détail. Ça va dépendre, encore une fois, de beaucoup de choses qui sont des non-dits. Ça va dépendre de la capacité potentiellement des partenaires avec lesquels on va travailler de bien comprendre ses besoins, d'avoir de l'expérience ou pas pour répondre à ce type de besoin. Donc ça va dépendre de plein de choses. Donc parfois, on va partir dans du forfait, parfois on va partir dans plutôt de la régie. Et moi, je pense que pour ce genre de choses, souvent, quand on fait une version 1, donc un MVP, on va plutôt partir sur quelque chose qui ressemble à du forfait. Et après, on rencontre souvent du design to cost. C'est-à-dire que quand on est en mode agile, eh bien, on achète des sprints. Et puis, bien, dans ces sprints, on va aller y ajouter les fonctionnalités que l'on est en capacité d'ajouter selon le coût. Et donc, on est en design to cost. Donc, on a une forte maîtrise du budget par la suite. Oui, Damien. Et moi, je pense qu'avec le design to cost, on peut être en maîtrise du budget dès le début. On peut être en maîtrise du budget dès le début parce que justement, avec la méthodologie agile, et bon, vous allez dire que c'est un peu ma marotte, mais on peut prioriser par la valeur. Et donc, on peut s'appuyer sur les fonctions qui apportent de la valeur pour la stratégie de l'entreprise ou qui apportent de la valeur pour les utilisateurs, pour les usagers. Et donc, on va délivrer un produit qui rentre dans un spectre budgétaire qui est défini. Et ça, en fait, ce design to cost, donc c'est marrant parce qu'on en a fait un avec Clépierre donc pour une autre application que celle qui était citée par Jérôme, où le périmètre initial couvrait énormément de services, plus d'une vingtaine de services sur une plateforme B2B. Et au final, nous avons fait le choix collectivement de réduire le nombre de services et d'améliorer la richesse de ces différents services pour que la plateforme délivre moins de services, mais plus qualitatifs pour les usagers. Et donc ce choix, on a pu l'opérer dans une stricte maîtrise budgétaire. Donc c'était le prédécesseur de Jérôme chez Clépierre, mais à l'époque, il m'avait dit il est hors de question de dépenser 1 centime de plus sur cette application. C'est encore le cas aujourd'hui. Et donc nous avions réalisé l'application en réduisant, donc en passant d'une vingtaine de services à 6-7 services sur la version MVP, qui aujourd'hui est l'une des applications cœur du système d'information de Clépierre et continue d'évoluer énormément. Non, parce que on pourrait aussi, ce que je vous ai dit, finalement, le bail, est-ce que c'est bien raisonnable financièrement, mais on peut aussi se dire, au moins on sait combien on paye tout de suite, alors on peut même prévoir les augmentations, alors que dans le make, est-ce qu'on risque pas de se laisser déborder par des fonctionnalités qu'on va rajouter, du temps qu'on va peut-être passer de manière plus importante que ce qu'on avait évalué? Je pense Parce que qu'effectivement, budgétairement, c'est pas plus compliqué finalement à c'était concevoir. un vrai sujet, je pense, à l'époque du cycle en V, où vraiment on avait cette phase de spécification où tout le monde faisait sa lettre au Père Noël finalement, à demander des choses qui n'étaient pas forcément très utiles, et au final, en réalisation, on se lançait à réaliser l'intégralité de la demande. Avec la méthode agile, on en est complètement revenu, et c'est vrai qu'on met l'accent sur la valeur. Il y a cet effet de priorisation qui permet vraiment pour moi, comme dans une montgolfière, se délester de fonctionnalités qu'on dit en fait on n'en a pas besoin, on le fera plus tard, on arrête, on n'a pas assez de gaz dans la montgolfière pour continuer. Et donc là, j'ai l'impression qu'avec cette méthodologie, on a une vraie maîtrise financière finalement. Et sur l'évolutivité de la solution, là encore, où va l'avantage, Jérôme? Toujours des questions pièges. Mais Alors, pas du tout. Bien entendu, sur l'évolutivité, moi je pense que quand on fait du make, on fait évoluer la solution exactement de la façon dont on a envie de la faire évoluer, selon les besoins des métiers, selon tout un ensemble de paramètres. Donc c'est un véritable avantage, surtout quand c'est core business, encore une fois. Par contre, quand on a une solution en bail, on bénéficie aussi de plein de fonctionnalités, on bénéficie de plein de nouvelles choses dont on ne bénéficie pas forcément quand on fait du make, parce qu'on n'y pense pas forcément. Alors toutes ces fonctionnalités qui vont arriver en bail, on ne va pas toutes les utiliser, mais parfois on a quand même des fonctionnalités qui ont du sens. On parle beaucoup d'IA.
Maintenant, il y a énormément de solutions qui arrivent avec de l'intégration d'IA qui permettent d'apporter plus de valeur sur des solutions buy. Quand c'est du make, eh ben, c'est à nous de réfléchir à la façon dont on veut implémenter l'IA, ce qu'on veut lui faire, quelle valeur on va y trouver, etc. Et là, intellectuellement, c'est un peu plus complexe. Vous voyez, vous avez tous les arguments à chaque fois, hein, c'est merveilleux. Euh, Benoît, sur l'évolutivité, la capacité justement d'ajouter des fonctionnalités dont on va avoir besoin au fil du temps. J'ai des souvenirs de plusieurs discussions justement avec des éditeurs que j'ai rencontrés et quand je posais la question de l'évolutivité, la réponse était toujours la même. Si c'est pas dans notre roadmap, s'il y a plusieurs clients comme vous qui font la demande, peut-être qu'on mettra dans la roadmap. Voilà. Et donc, vous avez toujours ce doute, parce que dans notre métier, il peut y avoir des évolutions législatives, des évolutions de process, etc., qui font que, voilà, il va falloir une évolution. Mais si l'éditeur qui vous a vendu sa solution, vous êtes son seul client dans ce secteur-là, il ne va pas faire un développement spécifique pour vous. Ou alors, vous allez le payer un certain prix. Voilà, donc c'est une des raisons aussi pour lesquelles on s'est orienté sur le MEC en disant on maîtrise les évolutions qu'on veut faire, à la fois budgétairement et puis en termes de fonctionnalité, d'évolutivité, et la manière, en fait, l'outil a été construit pour permettre ces évolutions. Pas de frustration, Alphonsine, quand on est dans le make justement sur ces fonctionnalités dont on ne profite pas tout de suite sur ces nouveautés, par exemple l'IA générative? Non, puisqu'on ne les a pas priorisés. En fait, on est maître des évolutions qu'on réalise au final avec le budget dont on dispose. Donc finalement, on ne peut pas générer cette frustration. Elle ne peut arriver que quand ce qu'on a priorisé n'est effectivement pas réalisé. Et ça peut arriver. On se plante et on fait 2 fois au lieu de faire une fois. Donc, on va dire que ça peut être tout à fait ce risque-là qui peut être fait, ou alors des erreurs. C'est-à-dire que on a identifié ce besoin et on a pensé que ça allait apporter cette valeur. On le réalise et en fait, patatras, ça n'apporte pas du tout la valeur attendue. Donc ça, c'est effectivement nos métiers qui sommes là pour améliorer la réponse aux besoins attendus. Mais à l'inverse, au moins, on est servi que par soi-même. Et donc, on est responsable de nos propres erreurs, comme des succès qu'on réalise. Donc pas d'effet déceptif dans le choix du make plus que dans le buy. Non, je ne pense pas qu'on souffre du manque d'une fonctionnalité dont on n'aurait pas pensé, en fait. Parce que c'est ça, finalement, le gros plus du buy, c'est vraiment d'avoir des fonctionnalités auxquelles on n'a pas du tout pensé, qu'on nous présente et qui suscitent en fait le besoin qui n'existait pas jusqu'alors. Et c'est vrai que ça peut être un super levier en fait de productivité, de réalisation. Donc on va dire que ça apporte des choses supplémentaires, mais malheureusement, moi, dans mon expérience, je me suis plutôt retrouvée dans le même cas que Benoît, à devoir essayer presque aller faire du lobbying auprès des autres clients de mon éditeur pour faire en sorte que la fonctionnalité dont j'ai besoin soit priorisée par mon éditeur. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est très important si on choisit un outil sur l'étagère, de regarder les clients. Quels sont les clients de cet éditeur? Quelles sont leurs tailles, hein? Est-ce qu'on est trop petit par rapport aux autres ou est-ce qu'on est trop prépondérant? Ça change énormément le rapport de force, on va dire. Et donc de voir si c'est des secteurs qui sont à peu près similaires. Donc il va avoir les problématiques un peu similaires aux nôtres. Ça, c'est intéressant parce que regarder en fait l'éditeur pas seulement pour la solution qu'il propose, mais aussi regarder quelle est sa clientèle et si elle correspond à peu près à notre entreprise. Ok, intéressant. Oui. Après, je rejoins aussi quand même ce que disait Jérôme au départ, c'est-à-dire que en fait tout dépend du produit. Vous n'allez pas réinventer un traitement de texte ou un tableur, ça existe. Voilà. Maintenant, sur un outil très métier, très spécifique, très cœur de métier, et oui, là la question est plus difficile à trancher. Oui, je partage tout à fait. Après, on sait aussi qu'il y a certains éditeurs dont les solutions vont évoluer très rapidement dans le temps. Donc parfois, on va peut-être aller vers ces éditeurs-là qui sont innovants.
Moi, j'ai quand même quelques cas où nous avons pris des solutions sur étagère, et ces solutions qui apportaient plein de fonctionnalités, mais on n'en utilisait qu'une petite partie, parce que généralement c'est pour couvrir un besoin spécifique, on s'est rendu compte qu'on pouvait les utiliser aussi pour répondre à d'autres besoins que l'on avait au sein de l'entreprise, sans avoir à aller chercher une autre solution. Donc on a certains cas où malgré tout, on peut étendre le spectre d'utilisation d'une solution. Mais par contre, moi je suis à 100% sur le fait que quand c'est vraiment, encore une fois, hein, cœur de métier, oui, quand c'est standard, je pense que du bail répond très bien aux besoins. Par contre, quand c'est cœur de métier, je pense que le fait de pouvoir personnaliser, le fait de pouvoir développer la solution selon l'évolution des marchés, selon l'évolution, encore une fois, de l'organisation, selon l'évolution de la maturité des métiers aussi, selon l'évolution de plein de choses, c'est important de pouvoir répondre à ces enjeux pour le métier. Alors, mon dernier round, c'était sur la capacité d'embarquer les équipes sur un projet IT. Est-ce que l'avantage est au make or buy? Mais vous l'avez quand même tous un peu évoqué déjà là dans vos réponses. Oui, c'est évident. Non, je ne vais pas dire ça. Il y a une chose qu'on n'a pas dite. Ça a représenté une aventure collective extraordinaire, en fait, de le faire en make. Ouais. Ça, c'est un point qui, pour moi, est fondamental. Voilà. Mais quand je dis aventure collective, parce qu'il y a des dizaines de personnes qui sont intervenues sur le projet, même au sein de la DSI, sur le flux, sur la data, sur la BI, etc., dans le métier, sur tous nos process, la qualité, la finance, bref, sur le terrain, évidemment, les équipes sur le terrain. Et ça, c'est une dimension qu'on ne peut pas avoir dans du bail. Et cette aventure humaine collective qui dure 1 an, où tout le monde attend l'accouchement pour se dire waouh, c'est quelque chose quand même de très fort dans une entreprise. Oui, c'est marrant, si je puis me permettre, parce que vous parlez de la collaboration entre le métier et les différents départements de la DSI. Moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que moi, je vois la dimension, donc collaboration, bien sûr, métier DSI, mais au sein des métiers, souvent, on retrouve beaucoup de métiers qui travaillent de manière un peu silotée. C'est vrai. Et quand on a ce genre de projet, au sein de la DSI, quand on pilote ce type de projet, on est souvent au centre de tout ça. Et on accompagne toute cette collaboration du métier, entre les différents métiers, pour justement réussir à concevoir la solution qui répond le mieux possible à l'ensemble des métiers, et pas forcément à un métier. Et effectivement, et quand on design une application comme Atlas qui fédère l'ensemble des métiers de Clépierre, on doit fédérer l'ensemble des pratiques, l'ensemble des usages. Après, Benoît a la chance de représenter une direction des opérations assez large chez Synergie, et donc il fédère l'ensemble des métiers, j'ai envie de dire. Bon, là, si je faisais un sondage tout de suite maintenant sur make or buy, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il y en a un qui ressort plus... Non, je ne sais pas. On peut faire un sondage make or buy, make. Oui, voilà, c'est ce que j'imaginais. Je ne pose même pas la question du buy. Alors, on va passer aux bonnes pratiques, puisqu'on a fini notre match. Est-ce qu'il faut... Alors, dans le cas du make, du buy, mais enfin, est-ce qu'on doit passer par un intégrateur ou un partenaire quand on se lance comme ça sur le choix d'une nouvelle solution IT? Alphonsine. C'est quasiment obligatoire, hein. Travailler en direct avec un éditeur, c'est très rare. Déjà, tous les éditeurs ne le font pas. Ils sont assez mal structurés pour le faire au final. Ils réalisent des outils, mais souvent ils délèguent l'intégration à des entreprises avec qui ils sont en partenaire. Et du coup, ça introduit effectivement une relation tripartite qui des fois aussi est difficile à gérer, puisqu'il y a des adaptations, des réalisations qui sont faites dans l'outil par l'intégrateur. Jérôme? Alors, en fait, dans votre question, moi je ne la prends pas exactement dans le même sens. Moi, ce que je comprends, c'est est-ce qu'on doit passer, est-ce que c'est la DSI qui doit développer en elle-même? C'est ça. Ou alors est-ce qu'il faut passer par un partenaire Je sortais qui, un lui, peu va développer voilà. Enfin, ça dépend. Quand on a des équipes au sein de la DSI, quand on a beaucoup de développeurs qui ont les bonnes compétences, on peut passer par la DSI. Maintenant, moi, je pense que passer par un partenaire, c'est plus intéressant, parce qu'on va mieux maîtriser justement via du design to cost nos coûts, d'une part. D'autre part, on va retrouver toutes les compétences dont on va avoir besoin
Parfois, en interne, on a quelques compétences, mais on n'a pas tout le panel de compétences dont on pourra avoir besoin, puisqu'il y a généralement des fonctionnalités pour lesquelles on a besoin de compétences spécifiques. On intègre ça dans un écosystème, donc il faut telle compétence à tel moment. Et donc le partenaire, en général, il peut nous apporter ces compétences ponctuelles là où on en a besoin. Donc j'aurais tendance à dire... moi, j'ai une préférence, en tout cas, pour passer par des partenaires et ne pas avoir à maintenir une équipe de développeurs spécifiques qui, en plus de ça, va devoir conserver tout l'historique, toute la connaissance de la solution. Quand on a quelqu'un qui part, on perd une partie de cette connaissance, etc. C'est plus compliqué, je trouve, à maintenir. D'accord. Je suis tout à fait en phase avec ce que dit Jérôme. Tout dépend du cœur de métier de l'entreprise. Chez Synergie, service en ressources humaines, on a une DSI qui n'est pas là pour faire du développement de CRM ou d'ATS. On a une DSI qui est là pour protéger les données. On a une DSI qui est là pour avoir une infra qui soit stable et utilisable par plus d'un millier de personnes, etc. Donc, ce n'est pas son cœur de métier de concevoir un outil. Donc, le choix d'un partenaire extérieur s'imposait de manière évidente. Et je voulais vous poser aussi la question rapidement sur la gouvernance. Quand on est dans le make, comment on s'organise? Quand on est dans le buy, même question. Donc peut-être Alphonsine sur le make. Pour le coup, là, je pense que c'est assez similaire. Hein. La gouvernance, Ouais. elle doit être partagée entre la DSIN et les demandeurs, les directeurs, les directions métiers qui sont impactés par ce projet informatique et se revoir assez régulièrement aussi. Pour moi, on a à peu près le même mode de gouvernance. D'accord. Vous êtes d'accord? Jérôme et oui, Benoît? oui, enfin oui, moi je suis complètement d'accord avec ce que dit Alphonsine. Oui, Même organisation, make ou buy? oui. Alors encore une fois, moi le bail, je n'y ai pas été confronté en tant que patron métier, d'accord. Mais sur le mec, j'ai envie de dire, enfin c'est ce que vient de dire Alphonsine. Alors, Jérôme qui a les deux expériences. moi, je dirais que la gouvernance au départ est effectivement assez similaire. Maintenant, encore une fois, avec une notion, il faut quand même bien avoir conscience que quand on fait du make, il faut une implication très forte du métier. Donc, il y a une disponibilité du métier, il doit y avoir une maturité du métier, encore une fois, sa capacité à exprimer son besoin, etc., en faisant des choix qui sont les meilleurs choix, qui sont des choix stratégiques, etc. Donc, ça, c'est important. Mais quand on est en bail, une fois qu'on a acheté la solution, et qu'on a mis en service cette solution, on n'a plus besoin d'avoir une gouvernance autour de la solution, ou en tout cas très faible. Quand on est en make, souvent, comme on continue à faire évoluer cette solution, donc c'est une gouvernance qui est continue. Donc on est obligé de maintenir toute une organisation qui va permettre de faire évoluer la solution. Qui va vivre dans le temps Voilà, avec qui va l'évolution. vivre en fait avec la solution. Et moi, ce que je vois, c'est que généralement, dans ce cas-là, la direction est beaucoup plus intégrée parce que là, ce sont des choix stratégiques. Alors que quand c'est du buy, une fois qu'on a acheté, on oublie. Là, par contre, il y a souvent des directions stratégiques à prendre. Et donc, la direction est beaucoup plus intégrée et beaucoup plus partie prenante dans la solution. Et la solution la direction l'apporte beaucoup plus. Je suis très d'accord. Hein. La direction générale de Clépierre est sponsor des applications stratégiques et insuffle même parfois des fonctionnalités sur des points assez visionnaires et qui peuvent être différenciants. Et c'est ça qui fait quelque part aussi la singularité des outils qu'on a développés pour Clépierre, c'est qu'ils servent depuis le top management jusqu'à l'ensemble de tous les acteurs chez Clépierre. Alors Damien, moi je voulais que vous jouiez là ce rôle de faire une sorte de wrap-up, mais des points de vigilance, des critères décisifs entre le make et le buy, qu'est-ce qu'on doit retenir? Comment est-ce que vous les accompagnez vos clients? Voilà, ce que vous leur dites au moment où ils se posent cette question très binaire. Alors j'espère que vous avez compris toute la complexité qu'il y avait derrière ce choix-là. Les points de vigilance, en tout cas les points d'attention particuliers, il y a un premier point que je vais lever qui est le facteur humain. On en a parlé, vous avez cité que le make pouvait être une aventure humaine et du coup être un moyen de faciliter l'adoption, l'adhésion, etc. Le buy va permettre de diriger la conception avec des fonctionnalités déjà prêtes qui permettent de driver la conception. Et donc ça, c'est un premier levier d'identification.
Le facteur métier va être extrêmement important aussi. Mais le facteur métier dans le sens de la singularité, la capacité d'adaptation de l'entreprise au process existant de l'outil ou une volonté de se démarquer par rapport à son écosystème. Mais le facteur métier, ce qu'on entend aussi souvent, c'est la couverture du produit. Donc là, l'un des premiers éléments qui viennent en tête, c'est il faut à minima que le produit couvre l'intégralité du spectre, du domaine métier sur lequel on veut s'adhérer, mais qu'il ait également une couverture fonctionnelle à minima de 85%, on va dire, pour que le choix du bail soit pertinent. Pourquoi ? Parce que nos clients l'ont exprimé tout à l'heure, c'est que derrière, si on ne fait pas ce choix-là, ben en fait, on va rendre difficile toute montée de version de l'éditeur. Et donc, on va s'éloigner des standards, et donc ça va être plus difficile de rester dans un standard. Et le dernier point, pour moi, ça va être le point du budget. Et le point du budget, il ne faut pas le voir comme un point binaire avec uniquement des coûts de licence ou des coûts d'intégration ou des coûts de build. En fait, ce sont des coûts globaux. Et ce qu'il faut, c'est évaluer le coût de possession. C'est ça qui est important, c'est le coût de possession à 5 ans, à 8 ans. Après, les financiers définiront quelle est la bonne métrique. Mais c'est ça qui va avoir de la valeur. Et donc, pour faire tout ça, ce qui est important, c'est de faire ce qu'on appelle vulgairement une étude d'adéquation. Hein. Donc, un audit, un benchmark du marché qui permet d'évaluer les différentes solutions au regard de la stratégie de l'entreprise, au regard des enjeux et de la valeur que chacune des solutions peut apporter. Et donc, on va utiliser l'ensemble de ces arguments pour faire un choix éclairé. Eh ben, on a toutes les clés maintenant donc pour prendre la bonne décision. Est-ce que vous avez des questions ? C'est le moment pour la salle. Oui, monsieur. Bonjour, merci. Moi, c'est Benjamin, chef de projet au ministère de la Culture. Je me suis bien retrouvé dans ce que vous dites, puisque actuellement, on est sur un projet en phase de parangonnage, donc de benchmark. Et c'est vrai qu'on va arriver fatalement à cette question, est-ce qu'on part sur du buy ou du make ? Et du coup, ma question, c'est que par rapport à vos expériences respectives, est-ce que vous avez identifié des points rédhibitoires pour telle solution ou solution ? En termes de périmètre, de coût, d'accompagnement au changement, est-ce qu'aujourd'hui, il y a peut-être des éléments qui vont que, si on n'a pas cet élément, c'est sûr qu'on ne pourra pas partir sur cette solution ou sur une solution. Qui veut répondre ? Jérôme ? Alors moi, pour les solutions, il n'y a pas réellement de points rédhibitoires. C'est assez complexe parce que ça dépend de la solution, ça dépend de tellement de paramètres. Par contre, moi j'insiste sur le fait que, pour moi, ce qui est rédhibitoire, c'est la capacité de collaboration entre l'ensemble des métiers et la DSI. Et la maturité des deux côtés. Je parle souvent de la maturité côté métier, mais c'est aussi la maturité côté DSI. La maturité côté DSI de bien comprendre les enjeux des métiers et la maturité des métiers de bien les exprimer et d'avoir une vision qui est suffisamment précise et suffisamment orientée vers de la valeur et orientée vers des enjeux et pas uniquement un métier qui veut une petite fonctionnalité ici parce que ça lui fait plaisir. Ça, je pense que c'est fondamental dans le choix de la solution. Maintenant, selon les cas, après, il faut regarder pour chaque solution. Damien ? Oui, je suis hyper d'accord avec Jérôme. Je rajouterais que sur le make, il est important aussi de définir une vision, de construire une vision. En fait, on l'a dit, on l'a évoqué dans la journée, l'agile, le post-agile. L'agile, ce n'est pas un moyen de revenir en arrière systématiquement. L'agile, c'est un moyen de construire de la valeur progressivement. Et donc, ce qui est important pour construire la valeur progressivement, c'est de se doter d'une vision au départ. Je vais peut-être rajouter juste une chose aussi qui je pense, est importante et qui ne va pas forcément dans le sens du make, dans ce cas-là. Nous, on a un système d'information qui est relativement important, avec deux solutions développées par CLI qui sont très orientées un peu cœur de métier, mais commercial, vente et relation avec les clients. Et on a aussi un système d'information qui est très orienté finance. Et dans le cadre de la finance, là, on est complètement sur du buy et on est en train de migrer. Donc, c'est une grosse solution que beaucoup de gens connaissent. On est obligé de migrer vers les nouvelles versions parce que les versions actuelles vont devenir obsolètes. Et on profite de ce projet-là pour standardiser tous les process du métier. Et donc, si on a une volonté aussi de faire quelque chose qui est plutôt dans les standards,
enfin, après les standards, c'est les bonnes pratiques, ça dépend de chaque éditeur, hein, chaque éditeur a son standard, eh bien, le bail peut apporter aussi cette aide, cet accompagnement à la transformation. Mais ça veut dire qu'on demande à ces métiers-là, qui sont des métiers très classiques, de s'adapter à une solution qui propose les meilleurs standards possibles. Alors, un critère rédhibitoire, Alphonsine. Je dirais la disponibilité des métiers. Là, c'est rédhibitoire pour du make. Ça ne marchera pas s'ils ne sont pas dedans. Et je dirais peut-être, parce que ce que je connais dans les éditeurs, et de plus en plus maintenant, c'est vraiment en SaaS. Donc je dirais peut-être que quelque chose qui serait rédhibitoire pour ça, ce serait vraiment si les données sont très confidentielles. Ou peut-être dans le ministère des Armées ou des choses comme ça où on ne peut pas peut-être loger. qu'à la culture Voilà, aussi. peut-être. Voilà, je dirais que 2 sujets rédhibitoires me paraissent voilà, ceux-là. Une autre question? Oui? Non? J'ai cru voir une main, mais je ne suis pas sûre. Oui, monsieur. Bonjour. Ma question c'est, est-ce que finalement, le make présuppose pas une capacité d'investissement plus fort que le bail? Vu qu'on peut en D'investissement. En CAPEX, OPEX. Ouais, je pense pas. Ben, alors, je ne suis pas financier, mais c'est une grosse différence entre du make et du bail. C'est que le make, vous allez pouvoir le passer en CAPEX, alors que le bail, c'est de l'OPEX déjà. Donc voilà, après sur les montants, non mais pour simplifier, quand même. Après sur les montants, du recul que j'en ai, on maîtrise dans le MEC, on maîtrise le budget et on y alloue la somme qu'on est prêt à y mettre pour avoir ce dont on a besoin. Voilà. Et comme le disait Alphonsine, voilà, s'il n'y a pas le budget pour faire telle fonctionnalité, soit on fait cette fonctionnalité, mais on va dire minimale, soit on ne la fait pas. D'accord ? Et on la reporte éventuellement à l'année suivante si voilà, il y a un meilleur budget. Donc c'est plus flexible, en tout cas, d'un point de vue financier. La capacité d'investissement n'est pas un facteur rédhibitoire du make. C'est ça? Ah non, pas Non. du tout. Ouais. Ok. Jérôme? Alors, c'est vrai que cet aspect-là est important parce que selon les groupes, selon des objectifs d'EBITDA ou pas, on veut pas d'OPEX ou alors on accepte d'avoir de l'OPEX, on ne veut que du CAPEX. Le make, effectivement, est plus intéressant quand on veut essentiellement avoir du CAPEX, quand on veut pouvoir amortir tout ça. Et puis l'avantage du make, c'est aussi cette maîtrise, encore une fois, en design to cost. Du fait qu'on peut lancer quelque chose qui va nous coûter plus cher au démarrage, hein, parce que ça va toujours coûter plus cher de construire au démarrage, mais qui dans un temps long, encore une fois, quand c'est assez spécifique, va nous permettre de maîtriser nos coûts et surtout de mieux répondre à la valeur et aux besoins du métier. Alors que quand c'est du bail, du bail pour certaines solutions, vous avez des coûts qui sont récurrents, qui peuvent être extrêmement élevés, qu'on ne maîtrise pas bien, c'est de l'OPEX, généralement on n'aime pas trop l'OPEX. Donc voilà, mais encore une fois, tout ça, c'est à prendre dans un contexte global. Mais c'est vrai que c'est une bonne question, parce que selon la taille de vos clients, par exemple chez CLI, vous choisissez de les orienter plutôt vers le make ou le buy, ou pas du tout, ça, c'est pas un critère Alors si c'est un critère, bien évidemment, en fonction toujours aussi de la valeur et du retour sur investissement que l'on va apporter. Donc on peut très bien imaginer que quand on travaille aussi dans les phases exploratoires en amont, sur la collecte du besoin et sur souvent les pain points, on va pouvoir identifier des endroits, des moments dans la journée où les acteurs perdent en productivité parce qu'ils n'ont pas la bonne information, parce qu'ils ont du mal à collecter l'information qui leur sert au quotidien pour rendre le métier pour lequel ils sont payés. Et donc là, on sait que l'outil informatique, l'IA aussi, vont permettre d'apporter un certain nombre de réponses beaucoup plus rapides et donc vont être porteuses de valeur. Et donc finalement, vont apporter un coût supplémentaire, vont apporter un bénéfice supplémentaire qui vient
contrebalancer cet investissement. On revient au retour sur investissement. Est-ce qu'on a une autre question dans la salle? Oui, madame. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question autour de la capacité d'accompagnement du changement par rapport à la nouvelle solution? Et est-ce qu'il y a des différences entre du make et du buy sur cette capacité interne ou proposée par l'éditeur ou etc. Alors, Benoît en a un peu parlé tout à l'heure. Et c'est vrai que quand on fait du make, la conduite du changement est plus simple puisque ça vient des métiers, ça répond à des besoins métiers. Bien entendu, ça dépend de l'organisation. Moi, je prends notre cas. Nous, on est un groupe. On a des équipes au niveau groupe qui vont définir un certain nombre de choses. Et ça ne veut pas forcément dire que ça répond ultra précisément à toutes les spécificités de tous les pays. Cependant, nos référents métiers au niveau du groupe vont quand même travailler avec les pays pour s'assurer que ça réponde en partie à leurs besoins, etc. Et donc, généralement, les utilisateurs sont en attente forte de cette solution. Et du coup, on a déjà fait une première étape d'adhésion à la solution qui est très importante dans un cycle de conduite du changement. Quand c'est du buy, bah alors là, il faut absolument mettre de la conduite du changement, quoi. Parce qu'on a aussi un exemple, enfin, chez nous, où on a mis en place une solution pour certains types de métiers. Ça a été fait avec de manière un peu, un peu fermée avec certaines équipes métiers, en oubliant d'intégrer beaucoup d'autres métiers. Et ce qu'on voit, c'est que ça n'a pas du tout pris, parce qu'autour de ça, on a fait très peu de conduite du changement. Donc la notion de conduite du changement est moins importante, je pense, dans du make. Et dans du make, on a naturellement certaines étapes du conduite du changement qui interviennent. Donc cette capacité, effectivement, c'est un critère décisif. Oui, elle est plus naturelle en fait avec du make, puisque voilà, les parties prenantes sont déjà investies dedans. C'est aussi leur bébé quelque part, donc elles ont vraiment envie de le faire adhérer l'ensemble des équipes. Alors qu'effectivement sur du make, ça peut même introduire, les contraintes de l'outil peuvent driver des modifications de process qui sont très mal vécues parce qu'elles sont pas du tout à l'initiative des métiers. Même si peut-être elle simplifie. Donc effectivement, ça nécessite plus de travail. Ouais. Merci beaucoup. Et si vous avez d'autres questions, évidemment, je pense que vous êtes disponible Bien sûr. pour en parler directement avec vous. Merci.